c'est Guillaume, bienvenue dans cette web chronique numéro 4. Si vous ne savez pas encore qui je suis, je vous invite à regarder les 3 web chroniques précédentes, ainsi qu'à aller sur le site vternet-tv.com, vternet-tv.com. Pour cette 4e web chronique, 2 sujets, les web chroniques amateurs et les Whitestall Blowers. Alors, concernant les web chroniques amateurs, ou plutôt qu'est-ce qui fait la différence avec une web chronique professionnelle, je pense qu'il y a quelques points qui font la différence. Donc la première chose, bien sûr, c'est le matériel. Dans une web chronique amateur, vous n'avez pas du matériel professionnel forcément pour tourner, ainsi qu'au niveau des logiciels, etc. Donc le premier point, c'est vraiment le matériel, la caméra et les logiciels. Ensuite, deuxième point, le décor. Donc dans une web chronique professionnelle, vous avez souvent un mini-studio ou un studio, alors que pour une web chronique amateur, on fait avec les moyens du bord. Et puis enfin, dernière chose, le temps. Par exemple, j'ai reçu quelques messages sur mes web chroniques précédentes et on m'a demandé en fait pourquoi je regardais mes notes, tout ça. Et bien tout simplement parce que j'ai que 2 heures par semaine pour faire cette web chronique. Donc entre le moment où je prends les informations, que je les compile, que j'essaie de voir ce que je vais dire, le temps d'installer le décor, le temps de parler, d'enregistrer, et puis d'enlever le décor, et puis de mettre tout ça de manière informatique et surtout de coder sur internet. J'ai que à peu près 2 heures par semaine, donc c'est vraiment très court. Donc la différence, je pense, entre une web chronique amateur et une web chronique professionnelle, c'est le temps dont on dispose. Un professionnel va avoir sa semaine de travail pour faire la web chronique, ou même une journée entière, alors qu'un web chroniqueur amateur va faire ça dès qu'il a un peu de temps, voilà, entre d'autres activités. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur les web chroniques amateurs. Donc comme j'ai dit dans la web chronique 3, je pense que c'est quelque chose qui va se développer, même peut-être plus rapidement que les e-books qui ne sont pas issus de livres papier. Donc voilà, je pense que sur la France ou la francophonie d'une manière générale, d'autres personnes vont commencer petit à petit à faire des web chroniques avec le matériel qu'ils ont, leur caméra, le décor pourront installer et mettre ça sur internet et parler des sujets qui les intéressent, parce que je pense que c'est vraiment une très bonne manière de parler des sujets qui intéressent une personne donnée et de communiquer tout ça à tous les internautes francophones. Voilà, par rapport aux e-books, je pense qu'il y a plein de gens qui vont aussi s'y mettre, surtout les gens qui n'ont pas forcément un éditeur et qui écrivent. Donc je pense que c'est vraiment une bonne manière d'avoir un livre sous format électronique et de pouvoir le diffuser rapidement pour pas cher sur internet et de se faire connaître comme ça. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé un petit peu pour moi. J'ai écrit plusieurs e-books et puis j'ai eu la chance d'être repéré par quelqu'un sur internet, et puis grâce à ça j'ai fait quelques émissions de télé, aussi pas mal à la radio, et puis maintenant la web chronique, la web TV, etc. Donc voilà, c'est pour les gens qui écrivent et qui n'arrivent pas à trouver forcément un éditeur tout de suite, c'est une bonne manière de se faire connaître et d'avoir ses premières ventes, etc. Alors, pour les Whitestall Blowers, dans la dernière vidéo, j'avais indiqué que j'allais vous énoncer une liste de Whitestall Blowers célèbres. Finalement, j'ai trouvé d'autres informations entre-temps. Et puis, on m'a dit, Guillaume, voilà, on a remarqué que tu regardais beaucoup tes notes, tout ça. En fait, c'est simple, comme je vous l'ai expliqué, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire les web chroniques. Je les fais vraiment dès que j'ai un petit peu de temps, etc. Et ça prend beaucoup de temps aussi après pour uploader. Donc finalement j'ai décidé d'utiliser ce côté-là pour en faire un avantage. Donc mon avantage, c'est simplement que je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Tout simplement, voilà, ça me permet surtout de proposer quelque chose de différent par rapport aux autres web chroniqueurs. Alors, j'ai trouvé pas mal d'informations sur les lanceurs d'alerte ou whistleblowers en français. Alors je vais vous lire ce que j'ai trouvé, il y a pas mal d'informations, donc écoutez bien, c'est assez intéressant. Alors, l'expression lanceur d'alerte sert à désigner une personne ou un groupe qui découvre des éléments qu'il considère comme menaçants pour l'homme, pour la société ou l'environnement, et qui décide de les porter à la connaissance d'instances officielles, d'associations ou de médias, parfois contre l'avis de sa hiérarchie. À la différence du délateur, le lanceur d'alerte n'est pas dans une logique d'accusation visant quelqu'un en particulier, mais divulgue un état de fait. Une menace dommageable pour le bien commun, l'intérêt public. Le terme récent, lanceur d'alerte, a été inventé par les sociologues Francis Chateaurenaud et Didier Torny. Il a notamment été popularisé par le chercheur André Cicolella, lui-même un lanceur d'alerte.
La création de cette notion visait explicitement à la séparer de celle de dénonciateur et de délateur. Au Québec et au Canada francophone, le terme de dénonciateur est souvent employé pour traduire le mot anglais whistleblower, bien que le terme lanceur d'alerte ait été reconnu en 2006 dans la fiche dénonciation domaine comptabilité du grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française. Au cours des 20 dernières années, en France, plusieurs personnes ayant lancé de telles alertes ont été menacées ou poursuivies par leur employeur ou d'autres acteurs. Cela a incité des mouvements associatifs ou politiques à demander la mise en place d'une législation afin de protéger les lanceurs d'alerte en s'inspirant du droit existant dans différents pays, dont les États-Unis, sur cette problématique. Le Grenelle de l'environnement, en 2007, a proposé une protection juridique des lanceurs d'alerte. Le gouvernement fédéral du Canada s'est doté d'une loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles qui a été modifiée en 2007. Les lanceurs d'alerte entrent en interaction en amont ou en aval avec toutes sortes d'acteurs vigilants, appelés aussi des sentinelles de veille. Alors, on va définir ensemble la notion. S'inspirant de travaux sociologiques sur les sciences et les risques, la Fondation Sciences Citoyennes définit ainsi le lanceur d'alerte. Simple citoyen ou scientifique travaillant dans le domaine public ou privé, le lanceur d'alerte se trouve à un moment donné confronté à un fait pouvant constituer un danger pour l'homme ou son environnement, et décide dès lors de porter ce fait au regard de la société civile ou des pouvoirs publics. Malheureusement, le temps que le risque soit publiquement reconnu et s'il est effectivement pris en compte, il est souvent trop tard. Les conséquences pour le lanceur d'alerte, qui agit à titre individuel parce qu'il n'existe pas à l'heure actuelle en France de dispositif de traitement des alertes, peuvent être graves. Du licenciement jusqu'à la mise au placard, il se retrouve directement exposé aux représailles dans un système hiérarchique qui ne le soutient pas car souvent subordonné à des intérêts financiers ou politiques. Alors on va parler maintenant de l'historique de la notion. En France, l'émergence d'un droit de critique par les salariés prend place dans la seconde moitié des années 1990. En langue française, la notion de lanceur d'alerte a en partie été popularisée par André Cicolella, chercheur en santé environnementale à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, INERIS. 1994. Le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française propose dénonciateur comme traduction du terme anglais whistleblower. 1996. La notion de lanceur d'alerte est créée par les sociologues Francis Chateaurenaud et Didier Turney dans le cadre de leurs travaux sur les risques. Après un rapport remis au CNRS en 1997, intitulé Alerte et prophétie, ils publient Les sombres précurseurs, une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque. Pour ancrer leur concept, les auteurs analysent les processus d'alerte à partir de 3 exemples de risques technologiques. L'amiante, le nucléaire, risque radioactif, et la vache folle. 1999. Avec la publication de leur livre, Les sombres précurseurs, une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque, la notion de lanceur d'alerte commence à se répandre. 2000. La Cour de cassation rétablit André Cicolella dans ses droits en reconnaissant le caractère abusif de son licenciement et reconnaît pour la première fois dans son arrêt la nécessité de l'indépendance due au chercheur, l'employeur devant exercer son pouvoir hiérarchique dans le respect des responsabilités. 2003. Les premières utilisations publiques de la notion remontent au colloque scientifique « La protection du lanceur d'alerte sanitaire » organisé par la Fondation Sciences Citoyennes à Paris 5, faculté de Jussieu, 29 mars 2003, et la conférence sur la clause de conscience organisée par l'APSAB, l'Association for the Promotion of Scientific Accountable Behavior, à Genève, Suisse, le 25 septembre 2003. 2005. Le livre « Alerte santé » permet à André Cicolella et Dorothée Benoît Roweis de faire connaître la notion au grand public. Le caractère cancérigène de l'amiante a été prouvé dès 1950. Pourtant, l'amiante n'a été interdit en France qu'en 1997. Ce scandale ne doit pas se reproduire. Il est donc essentiel d'être à l'écoute des lanceurs d'alerte. 2007. À l'occasion du Grenelle de l'environnement, plusieurs associations proposent d'accorder un statut juridique aux lanceurs d'alerte.